Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre émission Multisport 24, comme tous les lundis. Avec moi, je ne suis pas seul sur ce plateau, Andy Sonobian. Bonsoir. Bonsoir, Gaël. À vos côtés, on a M. Landry Keï. Lui, il est président de l'association des clubs de football professionnels de première et deuxième division du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir était le nôtre. Donc, durant toute cette première partie qui est consacrée essentiellement au football, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec la victoire du Gabon contre l'Angola, c'est tout de suite après les titres. Dans Multisport 24, le Gabon s'impose face à l'Angola lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Avec le match nul entre la Gambie et la RDC dans l'autre rencontre, le Gabon et la Gambie occupent la première place du groupe D avec 4 points chacun. La phase finale de la nouvelle Coupe Davis a débuté ce lundi 18 novembre 2019. La compétition qui se déroule à Madrid avec 18 équipes nationales comportant 5 joueurs maximum est boudée par certains cadres du circuit mondial. Voilà, monsieur, vous le savez, on a vibré hier au rythme des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire du Gabon face à l'Angola. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage. On se retrouve juste après pour en discuter. C'était impératif pour le Gabon, lancer enfin sa campagne qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. Au stade de rénovation de Franceville, le Gabon est venu à bout de l'Angola qui n'a pas souvent réussi au Panthère. En entame de match, les coéquipiers de Denis Bouanga ont montré leur volonté de prendre les commandes de la rencontre. D'ailleurs, c'est ce dernier dès la 7e minute qui va se procurer la toute première occasion du match. Pour Lemina, attention, la frappe! Les Panthères vont concrétiser leur domination à la 27e minute. Sur un coup franc de Guilor Kanga, le Gabon va ouvrir la marque sur une tête d'Aaron Boupenza. Un but à 0, au grand bonheur des supporters présents au stade. La bande à Neveu va même faire le break avant la pause. Sur une contre-attaque gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang va déposer son vis-à-vis pour servir Denis Bouanga. Le Stéphanois va profiter d'une erreur de Tony pour mettre le ballon au fond des filets. Les Panthères du Gabon rentrent au vestiaire avec un coussin confortable. En seconde période, première surprise, Patrice Neveu décide de procéder à ses premiers changements. Des choix qui vont avoir un impact sur le jeu gabonais. Alors que les Panthères mènent de 2 buts, elles vont se faire surprendre à la 85e minute. Le manque de concentration de la défense gabonaise va coûter cher au pays qui va encaisser un but sur une tête de Nicolao. Le Gabon s'impose difficilement 2 buts à 1, certes. Victoire gabonaise. Voilà, messieurs, deuxième match des Panthères pour le compte de ces éliminatoires. Première victoire, satisfaction. Évidemment qu'on est satisfait. C'est bien que de gagner, surtout lorsqu'on est à domicile. On a vaincu quelque peu le signe indien parce que l'Angola nous embêtait un peu. Quand on se réfère à l'histoire entre les deux équipes, on était largement derrière eux. Heureusement, cette fois, on a pu vaincre le signe indien et on est passé devant. C'est déjà bien au vu du classement actuel. Le Gabon est bien positionné. On est premier, on va le dire comme ça, avec la Gambie de ce groupe D. Donc on mène pour le moment la danse pourvu que ça dure et que les résultats restent constants tout au long de cette compétition. Monsieur Landry Keï, vous qui connaissez très bien le football gabonais, est-ce que vous sortez satisfait de cette rencontre? Au-delà de la victoire, est-ce qu'il y a des regrets? Ben, écoutez, comme tous supporters, hein, nous avons tous été derrière notre équipe nationale et nous sommes d'ailleurs contents et fiers surtout du combat. Nous avons vu une équipe engagée qui en voulait. Nous avons vu une communion entre l'équipe nationale et son public. Et ça faisait longtemps qu'on avait vu ça et on ne peut qu'être fiers. Et comme le disait tout à l'heure Andy, pourvu que ça dure, il faudrait... on a toujours vu, hein, après, on sait que les prochains matchs des éliminatoires se joueront après 2019, en 2020. Il va falloir que l'encadrement technique soit concentré, qu'on garde cette sérénité autour de la tanière. Autour de la tanière, qu'on garde cette sérénité. Est-ce qu'il faut dire, Andy, que finalement, Patrice Neveu, qui a fait le tour quand même des 18 joueurs de 23, a eu les mots justes? Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que le message de Patrice Neveu est bien passé?
Surtout quand on regarde, par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quelque chose qu'on lui reprochait très souvent. Aujourd'hui, on a vu un Pierre-Emerick Aubameyang qui a la tâche, il est devant, il est également en défense. C'est clair, il n'y a rien à dire. Les Panthères l'ont démontré hier, que les mots ont été justes. Les mots de Patrice Neveu ont eu de l'impact sur cette équipe et sur les joueurs. Patrice Neveu n'a pas eu tort, n'est-ce pas, de rencontrer, avant même déjà que de prendre un match amical, il est allé au-devant de la scène en allant rencontrer les pionniers même de l'équipe gabonaise. C'est déjà bien, il a eu des mots justes qu'il a retransmis, n'est-ce pas, à son équipe, déjà lors du match face à la RDC. On a vu, je vous le dis très souvent, j'ai lu, moi personnellement, dans le regard de Pierre-Emerick Aubameyang, quelqu'un qui en veut, quelqu'un de revanchard, qui veut confirmer quelque chose au-delà du fait de marquer les buts. Et comme tu le disais, Gaël, Pierre-Emerick Aubameyang a su impulser déjà son envergure qu'il a à Arsenal, à cette équipe. Il était au four et au moulin, il n'a certes pas marqué, mais il a joué un rôle assez essentiel dans cette équipe. Vous voyez le but ? Il prend le ballon, il y va. Il a l'impression, déjà aux premières vues, on a l'impression qu'il va tout seul. Et il lève la tête par 2 fois, il regarde s'il y a quelqu'un qui le suit. Et Denis Bouanga a répondu présent. Il a donné le ballon et s'en est suivi le but. Bon, bien aidé par le gardien, bien évidemment. Bien sûr, il faut quand même le rappeler qu'avec voilà, cette bourde énorme de gardiens angolais qui a amené le deuxième but gabonais, il faut dire, est-ce qu'il était sous pression, le gardien? Dire qu'il était sous pression, je dirais peut-être oui, parce que comme Landry le disait à l'instant, il y avait un 12e homme qui était présent. Et ça faisait longtemps qu'on avait vu un stade plein lorsque les Panthères jouent. Et donc il a certainement eu cette pression de voir les cris, toute la ferveur qu'il y avait autour du stade de rénovation à Franceville. Et ça, c'est déjà, il a eu la pression. Mais au-delà de ça, c'est un habitué de ce type de bourde. On a vu face à la Gambie. Voilà, face à la Gambie, il en a fait 2. Et ça a coûté 2 buts. Et là encore, il s'est troué. Et le Gabon a pu trouver le chemin des buts facilement. Donc, un autre fait de jeu qui a quand même attiré notre attention, les 3 changements du coach alors qu'il restait encore 30 minutes. On a Bitegui qui est rentré, on a Ngouali qui est également rentré. 2 joueurs à vocation très défensive, mais malheureusement on prend un but. Est-ce que ça veut dire que c'était opportun de faire ces changements-là? On a vu le coach qui a voulu conserver les 2 buts alors qu'il restait encore 30 minutes, Monsieur Kei. Écoutez, Gaël, le coach Neveu connaît son groupe. Il sait pourquoi il a procédé à ces 3 changements. J'aime pas souvent critiquer les choix des entraîneurs parce que tous connaissent tout parce qu'ils connaissent, ils ont la lecture de jeu et ils connaissent la capacité et la force de leurs athlètes. Moi, tout le monde peut penser que ces changements n'étaient pas opportuns. Bon, est-ce que les joueurs étaient fatigués? Est-ce qu'ils étaient blessés? Est-ce qu'il y avait une gêne quelque part? Donc, mais comme vous, on a vu vraiment que à un moment donné, le coach voulait préserver l'acquis. Est-ce que c'est pas trop tôt quand même quand on parle de football et aujourd'hui le football bornel, même en 5 minutes, les choses peuvent basculer. On a 30 minutes, on veut réserver un acquis, c'était 2 buts. 2 buts, c'est vrai, c'est peut-être beaucoup pour le Gabon qui joue à domicile, mais on a vu quand même une équipe angolaise qui s'est procuré des très belles occasions. Malheureusement, les attaquants angolais ont été maladroits sur ce match-là. Il faut le dire, Gaël, je conviens, c'est quand même audacieux à 30 minutes, commencer à procéder à des changements défensifs. Je trouve quand même que c'était quand même audacieux et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas aussi... faut garder toute la lucidité parce que nous avons joué contre une équipe qui était prenable parce que l'Angola était quand même prenable. Attendons voir après la trêve, lorsque les équipes vont revenir, comment notre équipe va se comporter. Andy Sono, oui. C'est vrai. On a gagné, mais pas avec la manière. Moi, je ne cesserai de le dire. C'est vrai, le résultat, il est là, les 3 points ont été pris, ça nous a permis d'avoir provisoirement la tête, de partager la tête du groupe. Voilà, avoir 4 points avec la Gambie. Voilà, ça c'est bien. Mais le jeu n'a pas été fluide. On n'a pas senti ce lien-là entre la défense et le milieu de terrain, et l'attaque. On a très souvent joué sur de longues balles.
Et si vous regardez bien, le but, le deuxième but, il est marqué comme tel. C'est vrai que c'est une contre-attaque, on a joué une longue balle. Mais remarquez bien, lorsqu'on a posé le ballon, on a vu Lemina qui s'est exprimé correctement, on a vu Denis Bouanga qui s'est exprimé correctement, on a vu Paloun également qui a pris les choses. Les quelques moments... Est-ce que ce n'était pas un choix aussi de l'entraîneur par rapport à la tactique de l'équipe angolaise, de décider de jouer sur des longs ballons? C'est peut-être une tactique de l'entraîneur, mais moi je dirais que c'est une tactique qu'on a très souvent vue avec tous les coachs qui passent à l'équipe nationale. C'est la technique des Gabonais. On joue sur la pointe de vitesse des Pierre-Emerick Aubameyang et ça marche très souvent. Ça marche pas souvent. Mais bon, les adversaires ont tellement regardé nos vidéos qu'ils ont certainement bloqué ce système-là. Mais je crois que Pierre-Emerick Aubameyang très muselé pendant la rencontre. Oui, il ne faut pas perdre de vue que nous aussi nous avons commis des erreurs, des erreurs défensives. On a vu aussi une défense très hésitante. Très hésitante. Nous avons vu le ballon de Apinangoy et celui de Didier Ndong Ibrahim qui a failli n'eût été la maladresse des Angolais. Sinon, c'était 2 buts. Hein. Donc nous, on a eu la grâce, avec la bourde du gardien de but, de concrétiser. Mais n'oublions pas que nous sommes passés aussi à côté de la correctionnelle. Donc ça veut dire que quelque part, Patrice Neveu doit essayer de revoir l'axe central de cette équipe nationale. Et l'axe central, sinon la relation entre le milieu de terrain et l'attaque, et celle des défenseurs et le milieu de terrain. Mais également, il doit surtout miser sur la communication entre Bruno Ekouélémanga et Aaron Apinangoy. Je l'ai dit lors du plateau, on était tous satisfaits. On était tous satisfaits lorsqu'on voyait le défunt Bro Apanga et Ekouélémanga jouer. C'était une complicité, voilà, c'était quasiment la meilleure défense qu'on a eue depuis qu'on s'appelle Panthère. Depuis qu'on s'appelle Panthère, voilà, c'est bien de le préciser. Voilà, j'aimerais bien avoir cette complicité naître entre Apinangoy et Ekouélémanga. Notre défense gagnerait à lier ces deux-là, à les rapprocher encore plus pour que les cages de notre gardien restent inviolées. On a commis beaucoup de fautes. C'est des erreurs à gommer. Et il y a un point que j'aimerais souligner. J'ai vu Denis Bouanga, certes, il a marqué, mais il était un peu agité, il était un peu perdu dans son rendement. Il jouait, certes, mais l'excès de dribble, l'excès de mouvement, l'excès de vouloir se faire plaisir à soi-même a primé sur le groupe au bout d'un moment. Heureusement pour lui, il a marqué et il a remis les choses dans l'ordre. Bah oui, et puis notre rédaction s'est amusée comme ça à faire quelques notes, à donner quelques notes à certains, sinon aux joueurs des Panthères. Avec le concours de nos réalisateurs, on va vous proposer quelques notes des Panthères, Andy et Sonobian. Voilà, on a Anthony Famezu, lui, qui a obtenu 6 sur 10. Monsieur Keyi, est-ce que vous pensez que c'est une note justifiée par rapport à sa prestation? Par rapport à sa prestation, il faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il n'a pas fait grand-chose, 6 sur 10. Nous avons joué les 15 premières minutes dans le camp angolais. Et je pense que 6 sur 10, c'est un peu trop parce qu'il aurait pu quand même enlever ce ballon de but. On a vu quand même une belle claquette, cette tête du joueur angolais, cette frappe qui a été déviée par une tête. Après, on a vu cette claquette de Famezu qui a quand même veillé, même s'il n'a pas eu beaucoup à faire lors de ce match. On considère qu'il était quand même concentré. Anthony, il a veillé au grain. Les quelques occasions concédées par Fabio Abreu, il a veillé au grain, il a répondu présent lorsqu'il a été sollicité. C'est vrai que sur la tête qui donne le but aux Angolais, il n'était peut-être pas bien positionné, il s'est jeté, il n'a pas pu prendre le ballon. Mais de manière globale, la note pour moi, elle est justifiée. Parce qu'il a fait un match quasi à l'aise et il a encaissé qu'un seul but et c'est vraiment pas de sa faute. D'accord, on va voir également Ekouélémanga qui a été noté par la rédaction sportive de Gabon 24. Messieurs, il a obtenu 6,56,5 sur 10. Monsieur Keyi, là aussi, Ekouélémanga quand même qui est auteur d'un bon match. Auteur d'un bon match, il a été partout à la fois, il a levé, il aurait même dû avoir 7 parce que c'est grâce à lui que... Bien sûr, la bourde de Apinangoy, sinon c'était 0-1. Moi je pense qu'il mérite cette note, un peu plus 7 sur 10. Il a passé son temps à couvrir les erreurs d'Apinangoy. Justement, on va également découvrir la note d'Apinangoy avec le concours de la régie.
Aaron Pinangoy, 5. C'est pas un peu trop pour Aaron Pinangoy? Bon, je crois que la note, elle est un peu justifiée, même si d'aucuns diront qu'ils auraient aimé, ils auraient peut-être aimé qu'il ait une note en deçà de 5. Mais vu les erreurs de marquage et de placement qu'il a fait montre, je crois qu'Apinangoy mérite cette note quand même de 5. Il était très juste sur le bout du fil en même temps. Vous partagez l'avis? On va pas noter Apinangoy sur la simple erreur qu'il aura commise. Moi, je pense qu'à l'image de l'équipe, toute l'équipe mérite la moyenne. Et je pense que le 5 sur 10, c'est justifié. Donc, il faut quand même dire que de manière globale, ces joueurs... Donc, on va également regarder Paloul. On nous offre la défense. Messieurs, Paloul, justifié. Il a fait un très bon match avec des belles remontées quand même. Effectivement, moi je trouve que Paloun a été à la hauteur des attentes du public gabonais. Et on a rarement vu un Paloun à l'aise, ballon au pied, surtout passeur, passeur. L'accélération vers l'avant. Et très défensif. Il est très souvent revenu prêter main forte à Pinangoy et à Eko Demanga. Moi, sur le plan offensif, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il ait une complicité avec Denis Bouanga. Lorsque Bouanga débordait de son côté, il fait des jeux de passe qui fonctionnaient bien et la note, elle est justifiée. 6,50, ça me va pour lui. Monsieur Keï, il a joué juste. Il a joué juste, c'est pas vrai. C'est pas que moi j'aurais donné un peu plus, mais c'est pas grave. 6,50, c'est pour... Donc on va prendre également Abbé Solo, lui également, défenseur latéral gabonais, messieurs, 6,50 sur 10, Ebané, auteur quand même d'un très bon match aussi. Effectivement, moi j'ai rarement vu des erreurs de son côté, des erreurs émanées de son côté. Sur le contrôle de balle, c'était bien. Au niveau des passes, il trouvait très souvent ses coéquipiers. Il a eu très peu de déchets dans son jeu. Et je crois que un joueur dur aussi sur l'adversaire. Effectivement, dur, c'est vrai qu'il cognait dur. Il me fait un peu penser à un joueur du Barça qui cogne... Vidal, Arturo Vidal, il me fait penser à lui. Il a une grinta qui, lorsqu'il place le pied, l'adversaire est déstabilisé aussitôt. Vous êtes d'accord, M. Keï? Oui, Wilfried a sorti son match. Et je pense que la note 6 sur 10, c'est 50 sur 10, est largement méritée. Voilà, donc ces joueurs... Donc on va prendre également le maestro, celui qui revient dans la tanière, absent pendant longtemps. Dangui Ibrahim, lui également, qui a mouillé le maillot, comme on dit. 6,50, messieurs. Didier Ndong Ibrahim, il était en quelque sorte le ratisseur de l'équipe. Un peu comme N'Golo Kanté. Bon, dire N'Golo Kanté, oui. Mais il a répondu, il a confirmé son rendement qu'il avait lorsqu'il découvrait la tanière. C'est vrai qu'il a passé un temps de flottement, il est revenu, mais avec plein de formes. Je crois que c'est surtout son professionnalisme et sa capacité à gérer les émotions désormais qui ont valu à ce valeureux garçon l'équilibre dans son jeu et la note qu'il a. Sa réintégration dans l'équipe, M. Keï, ça passe bien, on va dire comme ça. J'ai vu un joueur qui a fait le vide, qui a fait un très bon match, qui a été présent, à l'image de son collègue Pierre-Emerick. Moi, j'aurais pu donner 7. 7, 6,50, c'est bon. On espère que ça va continuer parce qu'on va prendre également Kanga Gaylor. Lui, Andy Solo, vous avez été satisfait personnellement de la prestation de ce joueur? Pleinement. J'ai rarement vu Kanga Kaku dans cet état. Il était présent sur tout le terrain. Il a joué comme un 10 à l'ancienne, un 10 classique. Il couvre sur toute la surface du terrain. Déjà, il s'est fait illustrer, voulais-je dire, avec 2 belles frappes. C'est vrai qu'elles n'étaient pas cadrées. Il y a une qui était cadrée à mi-distance dans les 25 mètres. Kanga Kaku, tu parlais tout à l'heure, Gaël, de N'Golo Kanté. C'est lui qui vous a donné l'impression. Voilà, c'était le N'Golo Kanté de l'équipe nationale. Il était partout, il avait 3 poumons. Je ne comprends même pas pourquoi il est sorti. C'est vrai, le coach a ses choix. Mais la note de 6,50, c'est bien. Il aurait peut-être même pu avoir un peu plus. Mais il a fait un match plein et bravo à ce garçon. Voilà, bravo à Kanga Gaylor. Monsieur Keï, vous partagez également l'avis de Andy sur cette note? Je partage l'avis d'Andy pour Gaylor, pourvu que ça dure.
pourvu que ça dure, c'est tout le bien qu'on espère pour cette équipe nationale. Mais nous allons également parler des autres résultats des rencontres, parce qu'il n'y a pas eu que le match Gabon-Angola sur les autres stades en Afrique. Il y a également eu d'autres rencontres. Je vous propose de regarder cet élément. À l'instar de la rencontre Gabon-Angola, plusieurs autres matchs se disputaient à travers le continent de Roger Mila. Après avoir démarré la première journée de manière timide, plusieurs cadors sur le continent se sont remis en scène, tandis que d'autres ont confirmé leur forme du moment. Dans la poule A, le Mali est venu à bout du Tchad, 2-1, tout comme la Guinée qui a battu la Namibie 2-0. Maliens et Guinéens occupent la première place du groupe avec 4 points. Dans la poule B, c'est le statu quo entre le Burkina Faso et l'Ouganda. Les deux sélections occupent tous deux la tête du groupe avec 4 points. Les Burkinabés ont dominé le Soudan du Sud 2-0, alors que les Cranes d'Ouganda se sont imposés sur le même score face au Malawi. Après 2 journées des éliminatoires, c'est le carton plein pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont engrangé leur deuxième victoire en autant de rencontres. Les hommes d'Aliou Cissé sont venus à bout de l'Eswatini 4-1 quelques jours après avoir battu le Congo 2-0. Le Congo, qui s'est imposé 3-0 face à la Guinée-Bissau, occupe la deuxième place du groupe I. Le champion d'Afrique 2013, le Nigeria, n'a également pas perdu de temps dans son groupe L. 2 victoires après 2 rencontres face au Bénin, puis le Lesotho. Les Super Eagles occupent ainsi la première place de la poule devant le Bénin, qui a lancé sa campagne avec une victoire face à la Sierra Leone. Messieurs, nous avons là fait le tour d'horizon des différents résultats à travers le continent, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de la Gambie, qui rencontrait la RDC aujourd'hui, lundi, et match nul. Un match nul qui fait les affaires du Gabon, en quelque sorte. Parce que la RDC, qui a un peu redouté, a désormais 2 points. 2 matchs nuls. Ils sont encore allés faire un match nul en Gambie. Ça complique vraiment les affaires de la RDC. Et ça sourit tellement bien à la Gambie, qui, l'outsider de ce groupe, est en train de se positionner comme une sorte d'équipe à battre. Oui, donc avec ces résultats, la Gambie se met de plus en plus en confiance et ça craint un peu pour les hommes de Patrice Neveu. Cette équipe est certainement difficile à jouer. Et si on voit la RDC qui n'arrive même pas à venir à bout de la Gambie. Dans tous les cas, c'est un match qui fait les affaires des Panthères du Gabon en nous positionnant confortablement, on va dire ça comme ça. Monsieur Keï, finalement, cette Gambie, Andy l'a dit, qui était considérée comme le petit pousset de cette poule-là, est en train de donner notre visage d'elle. Moi, je pense que, comme je disais tantôt, ne nous enflammons pas trop. Nous enflammons pas trop vite. Nous sommes qu'en début, des éliminatoires. Et là, il va se passer une trêve. Hein, les équipes vont revenir avec de nouvelles intentions. Bon, je pense que la Gambie a fait 2 matchs chez elle. La Gambie a joué 2 matchs chez elle. Elle a joué un match en Angola. Ah, elle a joué un match en Angola, le premier match. Elle a battu l'Angola à domicile. Elle a battu l'Angola à domicile. Donc je pense que c'est dans la même configuration que le Gabon, 4 points chacune des équipes. Je pense que c'est la prochaine journée qui va déterminer. C'est 6 journées, je pense. Ouais. Et puis, puisqu'on parle de prochaine journée, la prochaine journée, justement, c'est la double confrontation entre le Gabon et la Gambie qui va être déterminante pour la suite. On dit comment voyez-vous ce match Gambie-Gabon, quand on sait que la Gambie, quand même, a tenu tête à la RDC et a battu l'Angola à domicile? C'est vrai que la Gambie, au vu des stats, après 2 journées, semble bien structurée. C'est vrai que leur football est en pleine renaissance. C'est vrai également que c'est un groupe qui joue qui joue ensemble depuis 10 années. Ils ont fait leur classe dans les petites catégories. Ils ont progressé ensemble. Ça, c'est bien et ça resserre un peu l'équipe et ça donne les résultats auxquels on est confronté actuellement. Mais cette équipe, elle est jeune, c'est vrai. Mais je crois quand même qu'avec la maturité des joueurs gabonais et surtout l'impact désormais qu'a Pierre-Emerick Aubameyang au sein de la tanière et au sein de l'équipe, je crois que le Gabon pourrait venir à bout de cette équipe ici, au Gabon, tout comme en Gambie. C'est vrai. On a vu des tares, on a vu quelques erreurs à gommer rapidement.
je crois que le travail sera fait au niveau de la tanière pour que plus jamais on ne vive ce type de situation. Le Gabon viendra certainement à bout de cette jeune équipe de la Gambie. De toute façon, le prochain match, c'est en août 2020. On espère que Patrice Neveu aura suffisamment de temps pour préparer les Panthères à ces deux confrontations directes avec la Gambie. C'est la fin de cette première partie de Multisport 24. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie. Deuxième partie de votre émission Multisport 24. Ils sont toujours là avec moi sur ce plateau. Andy Sonobian et M. Keyi Landry, qui est lui président de l'association des clubs de football professionnel de première et deuxième division du Gabon. Et justement, nous allons parler de foot et au Gabon, notamment la reprise du championnat national. M. Keyi, à quand? À quand? Les clubs veulent jouer. Nous avions tenu une assemblée générale ordinaire le week-end dernier. L'Assemblée générale de la Ligue nationale de football de première division, de première et deuxième division. Alors, pour nous, il était question d'apprécier les différents rapports, moral, technique et financiers. Après des échanges, nous avions donné le quitus à la Ligue nationale de football, mais nous avons suspendu le projet de budget relative à la saison sportive 2019-2020. Et au sortir de cette assemblée générale, nous avons ressorti des recommandations qui se cristallisent autour de 3 points. Le premier point, c'est le statut du championnat, avec tout ce qui s'ensuit, le cadre juridique. Le deuxième point, c'est la suspension du projet de budget. Et le troisième point, c'est la convocation d'une assemblée extraordinaire qui, après avoir élagué tous les points d'ombre, enverra le conseil d'administration pour travailler sur le règlement et le programme du championnat de première et deuxième division. Donc il est clair, le championnat qui était annoncé pour reprendre le 23 de ce mois n'aura pas lieu. Gaël, le championnat ne peut pas avoir lieu pour la simple raison que les conditions, les faits que je viens d'évoquer ne sont pas solutionnés. Il faut rappeler que lorsque le ministre de la Jeunesse et des Sports nous avait reçu, M. Franck Guéma, pour discuter des problèmes liés aux arriérés des salaires des joueurs, il nous avait dit que pour que les clubs prennent part au championnat de la saison qui va démarrer, il faudrait que tous les clubs satisfassent au cahier des charges. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine. Les techniciens du ministère de la Jeunesse et des Sports n'ont pas mis à notre disposition ce document qui devrait nous renseigner et nous motiver à jouer, à commencer le championnat. Et en date du 16 octobre, nous avons saisi le ministre pour lui rappeler que les clubs voudraient le rencontrer pour échanger un certain nombre de préoccupations, notamment le statut du championnat, amateur, professionnel ou semi-professionnel. Il faut dire, Gaël, qu'il ne faut pas avoir honte. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Maintenant que la charrue a été mise avant les bœufs, personne n'a le courage ni la volonté de remettre la charrue et les bœufs à l'endroit. Nous, on dit qu'on veut désormais un championnat qui se joue correctement. Un championnat, pas un championnat que nous voyons ces dernières années. Des playoffs, on joue 5-6 journées et puis on va aux playoffs et on désigne et à l'issue de ce championnat, un vainqueur sort. Non, on veut jouer un championnat qui dure 5-6 mois et à l'issue de ce championnat, le vainqueur sortira de ce championnat.
Malheureusement, ça fait près d'un mois et demi, le ministre ne nous a pas reçus. Le ministre n'a même pas voulu nous répondre. Et nous avons pensé que nous n'allons pas commencer les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous n'allons pas repartir cette année avec les mêmes erreurs et les mêmes approximations pour que nous jouons cette année. Andy Sonobian, un championnat qui tarde à démarrer, qui, on peut le dire quand même, finalement a causé quand même quelques soucis à Patrice Neveu, quand on sait que sur le plan national, on a quand même des joueurs capables d'intégrer cette équipe nationale. Effectivement, ça cause des problèmes. Vous voyez, les autorités du sport gabonais, sinon du football gabonais, tardent à faire des choses bien. On parle de renouveau du football gabonais. Le renouveau du football gabonais, ce n'est pas que l'équipe nationale. On a changé d'entraîneur. L'entraîneur est en train d'impulser une certaine dynamique au sein de cette équipe. Voilà, au sein de cette équipe, au sein des Panthères, au sein de la Tanière. Il faudrait que cette dynamique se répercute également sur le plan national, sur notre championnat. Parce que Patrice Neveu, il a également pour mission de détecter les joueurs du championnat. Pourquoi pas les positionner dans de meilleures équipes en Europe ou encore en Afrique. Et surtout, de remplir son banc de touche. Pourquoi pas garnir une deuxième équipe, une équipe bis qui sortirait avec des joueurs locaux. Il faudrait que les autorités apprennent à faire des choses bien pour que tout se passe dans les normes. On parle de 10 jours, si on s'en tient à la date qui avait été donnée, c'est le 23. Pensez-vous qu'à quelques jours comme ça, les clubs n'ont pas reçu de cahier des charges, ils ne savent pas quelles conditions remplir pour pouvoir participer à un championnat? Et quel type de championnat? Un championnat pro, amateur ou semi-pro? Moi, je crois que la version la plus appropriée pour notre football, et n'ayant pas honte de le dire, c'est de revenir au championnat classique, comme on le jouait bien avant, qu'il soit amateur. C'est pas grave, on va aller crescendo. Tant que les choses sont bien faites, voilà, on ira dans les normes. Et le football gabonais, après tout ça, apprendra certainement à marcher avant d'apprendre à courir. Parce qu'on est en train d'aller dans tous les sens. Le championnat ne démarre pas. C'est un plan dans l'aile de Patrice Neveu, dans sa gestion de l'équipe nationale. Mais M. Keyi, on se rappelle quand même, sous l'ère Alain-Claude Bilibinze, les assises d'Angodje. On parlait de renouveau du sport. Finalement, où en est-on en termes de conclusion? Mais Gaël, tu fais bien de poser cette question. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que à chaque fois il y a un nouveau ministre dans notre département, on refait les choses à zéro. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais j'ai dit quand même que avec les erreurs, les difficultés que nous avons rencontrées l'année dernière, je pensais qu'on devait profiter de ces difficultés et de ces erreurs pour entamer une saison avec beaucoup d'objectivité et de sérénité. On ne devait pas, je pense que mettre en place un cahier des charges, ce n'est pas en 2-3 semaines qu'on doit mettre ce cahier des charges. On devait profiter de l'intersaison pour préparer ce cahier des charges. Avec qui? Avec les acteurs du football. C'est vrai, on nous a dit que c'était les techniciens du ministère de la Jeunesse et des Sports qui devraient préparer ce cahier des charges. Mais entre nous, vous pensez vraiment que tous les techniciens de la Jeunesse et des Sports, je ne suis pas là pour remettre en cause leurs compétences, mais je pense qu'on a quand même l'avis des communicateurs, des footballeurs, des dirigeants des clubs, de la Fédération gabonaise de football, qui est l'organe quand même fêtière du football de notre pays. Bon, ça n'a pas été fait. On attend. On attend. Et qu'est-ce que vous voulez? Les clubs ne veulent que jouer. On veut jouer au football, on veut jouer au championnat national de première et deuxième division, mais on veut un environnement. Tenez, on nous dit de jouer un championnat professionnel, alors que aujourd'hui, le championnat que nous jouons actuellement est basé sur la loi 3562, qui régit les associations amateurs. On veut jouer un championnat professionnel sur une base amateur. Vous pensez que c'est cohérent? Et on dit non. Refaisons les choses. Remettons les choses à l'endroit. N'ayons pas peur. Le Ghana, le Nigeria jouent un championnat semi-professionnel. Ils sont tout le temps en Coupe d'Afrique. Bien sûr. Mais nous,
La seule fois que nous sommes allés en Coupe d'Afrique, c'est quand on a organisé, ou qu'on a été co-organisateur. La seule fois, bon, en dehors de cette année, parce que je sais qu'on va se qualifier. Hein, ça va être l'exception qui va... l'exception qui... de ces dernières années. Mais je dis que, comme le disait Andy, revenons sur le b.a.-ba, jouons un championnat semi-professionnel. Y a pas... Parce que le championnat professionnel, on nous a imposé le salaire des joueurs. Bien sûr. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, oui, voilà, les joueurs, c'est 400 000, les médecins, c'est 400 000, les entraîneurs, c'est 800 000, les communicateurs, c'est 400 000. Maintenant, qu'est-ce que les clubs ont fait? En dehors des 400 000 que les joueurs avaient, les clubs apportaient une plus-value. Ça veut dire que je prends un joueur, je prends Rémi Badega par exemple, au-delà, en plus des 400 000, je lui donne 200 000. Mais les arriérés des joueurs, c'est quoi? Les arriérés des joueurs, c'est la part de l'État qui n'a pas été payée. Parce que nous, on a continué à donner notre part. Mais la part de l'État n'a pas été payée. La subvention qui devait arriver pendant une année, pendant 12 mois, on l'avait maintenant en 2 saisons, c'est-à-dire en 24, 26, 27 mois. Comment pensez-vous que les clubs ne vont pas être endettés? Andy Essono, il n'y a que cette situation finalement tue un peu le rêve de ces jeunes qui aiment le foot. Effectivement, il y a beaucoup qui aimeraient ressembler aujourd'hui à Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour ressembler à Emerick Aubameyang, il faut qu'on commence à jouer à la maison, il faut qu'on fasse ses classes, il faut qu'on s'exprime sur un terrain de football, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on aille en concurrence avec des adversaires. Mais ça se passe où? C'est sur un championnat national. Malheureusement. Il y a le rêve qui est en train de mourir au niveau des certains jeunes qui, avec l'âge qui passe, sans être en exercice convenablement, ils perdent les automatismes. Le championnat prend un coup, l'équipe nationale également prend un coup. Ce serait bien que les choses soient remises à zéro pour que le football gabonais démarre sur de bonnes bases. Une assemblée générale qui accouche d'une souris, je ne dirais même pas d'une souris, parce que les échos que moi j'ai reçus de cette assemblée générale, c'est aller vraiment dans tous les sens. Et ça n'honore pas le football gabonais, ça n'honore pas ce sport tant apprécié par de nombreux fans. Ce serait bien que les choses soient remises à zéro et que le football redémarre sur une bonne base. Existerait-il un plan B? Parce qu'il faut au moins que ça se joue, ce championnat. Le plan B, c'est que le ministre accepte que le statut à travers lequel nous avons évolué ces derniers temps ne sait plus avec l'environnement. On ne peut pas jouer un championnat professionnel. Non, ne nous mentons pas. Le plan B, c'est de revenir aux choses classiques. Jouons un championnat. Si on a honte de revenir à rejouer le championnat amateur, prenons alors le championnat intermédiaire, semi-amateur. Au moins, on va jouer. OK? Le cahier des charges, nous voulons l'avoir dans les meilleurs délais. Le ministre a dit on ne peut pas jouer, on ne peut pas prendre part au championnat si on n'a pas rempli les conditions du cahier des charges. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. À quel moment aurons-nous ce cahier des charges? On veut bien jouer. Les clubs ne veulent bien que jouer. Aujourd'hui, on fait croire que les clubs ne veulent pas jouer parce qu'il n'y a pas la subvention. Non, ce n'est pas ça. Vous vous rendez compte que il est inscrit dans la loi des finances que l'État doit accompagner tous les représentants, que ce soit les Panthères, que ce soit les clubs qui jouent, qui représentent notre pays en compétition intercontinentale, que ce soit les judokas ou les handballeurs. Comprenez? Il y a un montant, on le sait, de 600 millions. Mais ça fait 2 ans. Nos représentants n'ont rien reçu. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous avez vu, dernièrement, l'année dernière, on a fait, l'année d'avant, on a fait jouer CMS et Mangasport, ils ont préfinancé. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été payés. L'année dernière encore, CMS est allé jusqu'à présent. On n'a pas rendu à CMS. Mais il y a quand même que M. Keï et la situation du pays en ce moment, ce n'est pas un secret, quand même un peu compliqué. On est en situation de basse conjoncture. Il y a certaines situations qu'on peut admettre. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai foi que les choses iront parce que le nouveau ministre des Sports, c'est un homme assez intègre. Je crois qu'au vu de la situation, il prendra les choses de l'avant pour pouvoir régler cette situation dans les plus brefs délais, sachant que l'équipe nationale qui a besoin de ses joueurs, le championnat national, c'est le grenier, le premier grenier.
de l'équipe nationale. Je crois qu'au vu des résultats que les Panthères sont en train de nous démontrer actuellement dans cette phase éliminatoire, les choses prendront une tournure et tout ira pour le mieux. C'est comme l'impression que M. Keï n'est pas d'avis avec vous. Non, mais Gaël, vous dites que je suis d'accord avec vous que la situation du pays aujourd'hui n'augure pas de lendemain meilleur, mais la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pourquoi voulez-vous, on sait qu'on n'a pas d'argent, mais vous voulez nous imposer à jouer un football professionnel avec beaucoup de contraintes? Enfin, c'est des contraintes, je ne comprends pas. Je veux que vous m'expliquiez. On sait qu'il n'y a pas d'argent. Revenons, c'est des choses basiques, les plus simples. C'est au vu de cette réalité que les choses se seront faites certainement avec l'appui du ministère des Sports et avec la FEGAFOOT et toutes les instances du football gabonais. Je crois, moi, que tout ira. La dynamique impulsée par l'équipe nationale va faire redescendre tout le monde, tout ce beau monde sur Terre et prendre la bonne formule pour que le championnat puisse redémarrer et qu'il serve de grenier à notre belle équipe nationale. Bon, on espère pour nous et pour les footballeurs qui aujourd'hui sont en train de perdre leur rêve que le ministre des Sports va vous écouter et trouvera des solutions pour que le championnat national de football démarre, parce qu'il faut bien que ça démarre. On a besoin de ça pour ravitailler, je veux le dire, l'équipe nationale. Nous avons toujours parlé de foot, mais cette fois-ci on parle des éliminatoires, des qualifications pour l'Euro 2020. Je vous propose de regarder cet élément, on se retrouve juste derrière. Élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 d'une part, qualification de l'Euro 2020 d'autre part. Sur le vieux continent, la course dernière place de la plus grande compétition de l'UEFA est rude, mais de nouveaux tickets ont trouvé preneur. Ainsi, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie et le Portugal prendront part à l'Euro 2020. Au total, 24 équipes sont attendues pour la compétition. Il reste donc 4 billets à distribuer à des nations qui seront qualifiées à l'issue des éliminatoires classiques mardi et les 4 dernières places seront acquises via les barrages prévus pour mars 2020. Les 4 billets restants seront alloués à l'issue des barrages. Ceux-ci sont conditionnés par la Ligue des Nations qui s'est tenue de septembre à novembre 2018. Les sélections ayant fini à la première place de leur poule dans cette compétition sont donc certaines de disputer à minima les barrages. Si une équipe concernée par ce scénario se qualifie via la phase précédemment énoncée, sa place de barragiste revient à la formation la mieux classée dans sa ligue et ainsi de suite. Chaque ligue verra les 4 prétendants s'affronter dans un mini-tournoi, demi-finale, puis finale, avec à la clé une qualification pour l'Euro 2020. Élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 d'une part, qualification de l'Euro 2020 d'autre part. Sur le vieux continent, la course dernière place de la plus grande compétition de l'UEFA est rude, mais de nouveaux tickets ont trouvé preneur. Voilà, monsieur. En Europe également, les qualifications se poursuivent parce qu'il n'y a pas encore les 24 équipes. Le quota n'a pas encore été atteint, mais les équipes favorites, l'Espagne, la France, tout le monde est là, l'Italie, le Portugal, déjà qualifiés. Les grands sont là, les grands ont tenu leur rang. La France, le Pays-Bas, un peu comme tous les États que tu as soulignés, tu as énoncés. C'est bien que les grands puissent honorer à leur participation et surtout qu'ils tiennent leur rang. Mais il faut également admettre que le concept de la Ligue des Nations est un peu venu troubler le déroulement qu'il y avait au niveau de l'Europe, au niveau des qualifications. C'est un peu trouble encore dans la tête de certaines personnes, mais je crois que au terme de ces éliminatoires, on aura une bonne fourchette de 24 nations qui participeront à cette prochaine Coupe d'Europe. Et vivement que la France, qui a permis à certains Noirs, à certains Africains de soulever le trophée, prendra part et sortira certainement vainqueur de... Oui, la France qui s'est qualifiée face à la Moldavie, mais on a aussi le Portugal difficilement qui s'est qualifié. Finalement, les champions d'Europe seront là. Monsieur Keï. Les grandes écuries sont au rendez-vous. Comme le disait Andy tout à l'heure, je pense que c'est sans surprise. Toutes les grandes équipes sont là. Maintenant, on va voir les 4 derniers tickets qui viendra rentrer dans le groupe de ceux qui vont avoir le prestige de disputer cette compétition en 2020. D'accord, monsieur, il n'y avait pas que de foot, sinon il n'y a pas que de foot dans cette émission. On parle également de tennis et de la Coupe Davis, la nouvelle formule et le programme tout de suite.
La phase finale de la nouvelle Coupe Davis qui se jouera pour la première fois dans un nouveau format débute ce lundi 18 novembre et ce jusqu'au 24 du même mois à Madrid. 18 équipes nationales comportant 5 joueurs maximum se sont qualifiées pour la phase finale. La Croatie et la France, respectivement vainqueurs et finalistes de l'édition 2018, l'Espagne et les États-Unis, demi-finalistes, étaient qualifiés d'office. La Grande-Bretagne et l'Argentine ont reçu des invitations, tandis que la Serbie, le Japon et la Russie, l'Allemagne, le Chili, la Belgique, l'Australie, la Colombie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, l'Italie et le Canada se sont qualifiés via un match de barrage au cours de l'année. Les 18 équipes ont été réparties en 6 groupes de 3. Le vainqueur de chaque groupe et les 2 meilleurs deuxièmes en tenant compte du nombre de sets et de jeux gagnés-perdus se qualifieront pour la phase à élimination directe. Ensuite, les 8 équipes qualifiées s'élimineront en quart de finale, demi-finale, puis en finale. Chaque match est joué en 2 simples et un double. Chaque partie se joue en 2 sets gagnants avec tie-break dans le 3e. Le premier simple opposera le numéro 2 de chaque équipe et la seconde rencontre se déroulera entre les numéros 1. Le double conclut le match et se joue quoi qu'il arrive dans la phase de groupe, même si la victoire de l'une des équipes est acquise. Voilà, messieurs, c'est sur ce reportage que nous refermons cette émission Multisport 24. Merci d'avoir été le nôtre. Andy Sonobian, monsieur Kei. Toujours avec le même plaisir, Gaël Mapessi. On parle de sport, ça va. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau pour parler de foot et surtout du foot gabonais. Le plaisir sera le nôtre et nous pensons débuter le championnat dans les meilleures conditions et dans les tout prochains jours avec la volonté des autorités. Voilà, qui a dit, c'est la fin de votre émission Multisport 24. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h à Libreville au Gabon. Ciao, ciao.